Salut John, Salut. tu es le cofondateur de Shodo, Ouais. qui est une ESN qui casse le game des ESN, c'est ça? Alors c'est une ESN effectivement qui a un modèle qui a apporté de la nouveauté sur le marché. Ouais. Et qui surtout apporte des réponses opérationnelles à plein d'enjeux du monde des ESN, et notamment à deux réponses principales. C'est comment est-ce que on peut lutter contre le turnover sectoriel qui est de l'ordre de 30% en moyenne, et comment est-ce qu'aussi on peut redonner envie aux gens de rester ou de revenir dans le salariat. Et je dis revenir parce que on est concurrencé depuis plus de 10 ans aujourd'hui par le modèle indépendant. Ok, par le freelancing. Exactement, ouais. Est-ce que juste avant qu'on rentre dans les détails de tout ça, tu peux nous rappeler en quelques phrases ce qu'est une ESN? Donc, entreprise de services du numérique, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nouveau nom des SS2I. Ouais. Et donc, ce sont grosso modo des entreprises qui vont salarier des consultants, consultantes. En l'occurrence, pour nous, c'est des développeurs et développeuses pour aller accompagner des clients dans la réalisation de leurs projets informatiques en ce qui nous concerne. Ok. Donc toi, tu embauches des consultants informatiques, développeurs que tu envoies chez des clients pour des missions. Voilà, en fait, on va réaliser pour le compte de clients des projets, donc principalement, effectivement, comme tu le dis, chez eux en régie. Mais ça peut aussi être dans nos locaux à travers un mode de réalisation un peu plus externalisé, quoi. Ouais. C'est ce que font depuis des années des boîtes qui maintenant sont très grandes, des Accenture, des Capgemini ou autres. Ouais, c'est un métier qui est super ancien. Et avec une image, en tout cas quand tu n'es pas dedans, de boucherie humaine parfois, ou en tout cas de se dire non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai déjà entendu de la part de consultants, et se dire voilà, les consultants sont finalement des numéros qu'on place et sur lesquels on fait de la marge. Oui. C'est comme ça que tu expliques le taux de turnover de 30% en moyenne sur le secteur? Ouais, en fait, il y a ce que je disais, tu vois, ce matin, avant de monter Shodo, moi, dans mon ancienne vie, j'ai fait beaucoup d'appui au recrutement. Ouais. Et du coup, pour avoir discuté avec plusieurs centaines de devs, que ce soit des candidates et des candidats qui étaient appelés à nous rejoindre, ou malheureusement des collègues qui commençaient à nous quitter, et avec qui on discutait dans le cadre de offboarding, effectivement, on se rend compte que c'est un secteur qui a plein d'enjeux. Le premier, c'est tu vois, un enjeu de reconnaissance. Et, tu vois, quand tu parles de numéros, c'est effectivement, ça fait partie du problème. Donc, un enjeu de reconnaissance, un enjeu aussi d'équité. Tu vois, dans la REM, dans la redistribution, les gens sont très bien payés, mais quand tu fais le ratio entre ce que tu rapportes à ton ESN et les augmentations que tu prends, il y a une redistrib qui est pas équitable. Et puis après des sujets un peu plus globaux qu'on retrouve dans d'autres secteurs également, mais tu vois, l'équilibre vie pro vie perso, et puis il y a un gros problème en ESN, il y a un enjeu de diversité et d'inclusion, et en fait pour toutes ces raisons, conjugué au fait aussi que depuis 20 ans, c'est un secteur où la marque employeur elle est très faible chez la plupart des acteurs. Les acteurs ont extrêmement de mal à se différencier. Pourquoi ? Parce que les mêmes offres, les mêmes valeurs, le même wording, très peu d'exemples concrets de mise en pratique de la culture d'entreprise. Mais en fait, du coup, ça nourrit un désengagement qui fait que les gens se cassent. Et puis, comme il y a une énorme demande sur ce secteur-là et que tu peux facilement te mettre à ton compte, les gens se mettent à leur compte. Ouais. Et ça, c'est une évolution que tu as vue depuis longtemps? 2015, je pense qu'il y a eu vraiment une accélération donc ces 10 dernières années. Après, des free, on a toujours eu. Ouais. Mais quand tu regardes effectivement quand tu regardes les chiffres, c'est assez considérable. Tu vois, c'est aujourd'hui le concurrent numéro 1 des ESN ne sont plus des ESN, c'est le modèle freelance. Ah, c'est ouf. Et tu l'as dit là, à l'instant, c'est un modèle qui existe depuis des années, plus des dizaines d'années, plus de 20 ans. Ouais. Comment on fait alors en 2019, quand tu crées Shodo, pour venir avec un nouveau modèle et se dire je vais un peu casser cette image déjà des ESN et ce système qui est plutôt bien établi et qui
fonctionnaient en tout cas, ou qui Oui. fonctionnent, parce que c'est quand même des entreprises qui font de la croissance. Alors, déjà, effectivement, tu as complètement raison de le dire. Tout dépend du référentiel. Ouais. Si tu es sur un strict référentiel de croissance organique et même de rentabilité, le modèle traditionnel des ESN, il cartonne. Tu as des créations de valeur de ouf, tu as des croissances organiques ou externes qui. Enfin, tu vois, tu as des énormes créations de valeur. Maintenant, cette création de valeur, elle se fait au détriment des gens, puisque tu as 30% de turnover. Donc, tu réussis au détriment de tes salariés, quelque part. Et nous, le modèle qu'on a mis en place, on l'a mis en place vraiment après avoir beaucoup écouté tu vois, des développeurs qui ont souffert de ce modèle-là. Ouais. Et du coup, la réponse qu'on a eue, c'est une réponse qui est basée sur un modèle qui va redistribuer la valeur. Les exemples, c'est quoi ? C'est on fait entrer tous les salariés au capital. Staff plus consultant. Ouais. Tu vois, c'est ce que je peux te dire. On a mis en place aussi, tu vois, il y avait une grosse demande de transparence. Ouais. Donc, on a mis en place la transparence des salaires, la transparence des marges aussi. À partir du moment où tu fais rentrer tes salariés au capital, tu as de fait une transparence de la gouvernance, puisque quand tu vas certifier tes comptes, tu as des AG, et dans tes AG, il n'y a pas d'informations que tu peux cacher à tes associés. Et puis, on a fait aussi des choses on a fait de l'innovation sociale pour justement rendre le secteur, rendre le monde du travail plus désirable. Et donc, on a mis en place des mesures type suppression de la PE par défaut de nos CDI. Okay. On a mis, ce que je disais aussi ce matin, on a mis tous nos salariés au staff à la semaine de 4 jours. Et puis, depuis cette année, parce que le turnover coûte cher et qu'à un moment donné, il faut essayer d'apporter des réponses pour fidéliser, on a mis en place une politique de congé d'ancienneté illimité. Donc, ça veut dire que chaque année, d'ancienneté supplémentaire rapporte un CP supplémentaire sans limite. Ok. Donc, semaine de 4 jours pour le staff, congé illimité. On pourrait se dire, vous ne bossez pas, et puis du coup, vous êtes 10, 15, 20 consultants, et pourtant, vous êtes plus de 140 people en 5 ans. Ouais, et puis si tu veux, l'ancienneté, enfin, tu vois, le groupe, là, aujourd'hui, on va fêter nos 6 ans. Ouais. C'est comme tout, tu vois, on a un turnover qui est inférieur à 5%. Tu vas redistribuer 5 jours de CP en plus qui sont pas forcément pris. En fait, le deal, c'est quoi ? C'est de dire que celles et ceux qui ont besoin de se reposent. Mais celles et ceux qui souhaitent travailler peuvent aller travailler les jours qu'on a, les jours bonus qu'on te donne. Tu peux aller les bosser, auquel cas le chiffre d'affaires te revient. Après, pour comprendre quand même, c'est un modèle qui se nourrit économiquement. Quoi qu'il arrive, on prend un forfait sur Paris moyen de 25 000 euros bruts par mission. Et c'est le seuil qui permet à Chaudeau, c'est le seuil unitaire par personne qui va permettre à Chaudeau de se développer sereinement. Donc tu factures au minimum 25 000 euros ton consultant à un client, c'est ça ? Non, c'est dans la marge la marge brute qui va être réalisée, prélevée, générée par Chaudeau. Chaudeau va toujours garder 25 000. Okay. Et tout l'excédent de marge, en général, tu es plutôt sur des marges brutes moyennes entre 50 et 60 000 euros. Okay. Tout le reste est redistribué. Donc en plus du salaire fixe et des avantages contractuels, et tout le reste est redistribué par défaut sur 3 formes. Un tiers en revenu variable, un tiers en congé payé supplémentaire et un tiers en journée communautaire. La journée communautaire, c'est quoi ? C'est des journées de travail non facturables. Ok. Moi, je pense qu'on pourrait passer 2 heures sur chacun de ces sujets parce que... et on le fera si t'es chaud. Avec plaisir. Fera un épisode 2 un peu plus long dans nos bureaux, dans les tiens, peu importe. Là, si on doit se dire, pour quelqu'un qui nous écoute, parce que tout ce que tu me dis là, c'est hyper structurant. C'est une démarche que tu as eue, qui a eu une réflexion avant de monter Chaudeau. J'imagine que ça se fait aussi étape par étape, mais c'est les fondations de l'entreprise. Demain, moi, je suis une boîte, une ESN classique d'une 50aine de personnes, et je suis encore dans un modèle plus traditionnel. Tu aurais des hacks rapides à donner, ou des bons conseils sur comment on engage mieux ses consultants, comment on crée un sentiment d'appartenance, comment on réduit son turnover 30%. Si demain tu rachetais une boîte comme ça, tu ferais quoi ? En fait, le conseil que je donne, c'est... Alors, tu me parles des ESN, et les ESN, c'est un secteur que je connais très bien, donc je suis capable de dire que
a priori, le turnover, il va être soit question d'équité dans la rémunération, le partage de la valeur. Ouais. Il va être aussi fonction tu vois, ta reconnaissance en tant que salarié dans la boîte. Et puis, à un moment donné, il y a un problème d'harmonie vie pro-vie perso. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont envie d'avoir plus de jours de repos qu'ils ne peuvent pas en avoir. Tu as des gens qui... tu vois, qui ont envie de prendre des congés, à qui on va dire tu prends du sans solde et ça leur fait perdre de la rémunération. En fait, le sous-jacent de tout ça, c'est que ce sont des boîtes qui sont vraiment pilotées à la marge, tu vois, à l'EBITDA, enfin résultat opérationnel, etc. Et à partir du moment où tu pilotes une boîte avec l'idée de maximiser ton résultat, tu prends inévitablement des décisions qui sont court-termistes et qui vont faire partir les gens. Ouais, et qui vont à l'encontre parfois de la vie des people. Voilà, le bien-être salarié, il coûte cher en EBITDA. Donc l'équation, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le bien-être salarié coûte cher en EBITDA, sauf que le turnover, sur moyen terme, ça coûte super cher. Tu arrives à le calculer précisément? Oui, j'en parlais ce matin. En fait, tu as des études qui s'intéressent justement au coût du turnover des cadres. Et en gros, un cadre de 60 000 euros, le coût de départ d'un cadre de 60 000 euros, il est en moyenne de 30 000. En gros, on part du principe que c'est entre 40 et 100% du salaire brut. Et ton coût du turnover, il se décompose... donc les coûts de départ de la personne du ou de la démissionnaire. Après, tu as les coûts de remplacement. Après, tu as les coûts d'onboarding et d'intégration. Et puis, nous, on fait quand même un métier très tech. Donc, il faut toujours aussi prendre en compte la perte de productivité. Okay. Et la perte de productivité, ça veut dire que quand tu as un dev qui remplace un autre, quand tu as un dev qui est senior sur son projet, qui connaît le métier, qui connaît tout le contexte technique, qui est remplacé par quelqu'un qui n'a pas d'ancienneté, tu as une énorme déperdition aussi là-dessus. Donc, à partir du moment où tu as... tu vois, je t'ai donné une métrique 60 000 euros, 30 000. La différence sur 10 ans, elle est dingo. C'est-à-dire que quand tu as une boîte qui a 5% de turn et une autre qui en a 25, le résultat chiffre en millions, quoi. Tu vois, c'est à plus de 5 millions d'écart. Donc, en fait, le conseil, c'est même pas vraiment un conseil, c'est un changement de mindset. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un pilotage de ta boîte qui est exclusivement financier, qui est court-termiste, qui consiste à générer le plus possible de résultats, tu ne peux pas concilier hyper rentabilité financière et faible turnover. Oui. Par contre, pour moi, c'est une histoire de curseur, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux faire en sorte de... Il faut être rentable. Enfin, je veux dire, il n'y a pas débat là-dessus. C'est pas parce que je te dis que l'EBITDA, c'est un indicateur qui est ultra court-termiste que... il faut pas le regarder. Il faut le regarder, tu vois, il faut le regarder, il faut être rentable, parce qu'il n'y a aucune street credibility d'un projet entrepreneurial si tu n'es pas rentable et que tu génères rien, tu vois. Maintenant, la vraie question, c'est à quel point tu dois dégager d'Europe pour être considéré comme un projet entrepreneurial crédible. Tu vois, moi, je trouve qu'une boîte qui génère beaucoup de résultats, mais qui a énormément de turnover, je trouve pas que ce soit désirable comme projet d'entreprise. Non, et puis surtout, ce coût du turnover, tu l'as pas à la fin d'un bilan, à la fin de l'année. Ton comptable, il te dit pas ton turnover t'a coûté tant. Et inversement, un turnover faible te permet aussi, on n'a pas parlé des phases de recrutement pour le coup, mais certainement de mieux attirer aussi, parce que tu génères de la reco, de la cooptation. J'imagine que vous avez... En fait, un turnover faible, tu vois, typiquement, une boîte qui a peu de turnover, elle n'a pas besoin de se structurer au staff avec des recruteurs, des recruteuses, avec des cabinets. Et cet argent-là, tu peux le mettre dans de la formation en interne, dans du bien-être salarié, dans des congés en plus, dans des salaires en plus. Et donc, surtout quand tu es dans un cabinet de conseil qui vend quand même de la prestation intellectuelle, tu peux te permettre de faire grandir ton savoir-faire. Quand tu fais grandir ton savoir-faire, automatiquement, tu fais grandir ta facturation. Tu vois. Et donc, tu régénères quand même on va dire une forme de cohérence dans ton projet d'entreprise, dans le projet financier, etc. Quand tu vas piloter vraiment au résultat, tu vas générer... encore une fois, ce système-là, ce modèle-là, il est extrêmement générateur de cash, hein, tu vois. Mais par contre, en fait, à un moment donné, comme les salaires augmentent, etc., tu vas avoir pour le même prix des devs, des consultantes qui vont être de plus en plus juniors, parce qu'en fait, à partir du moment où tu ne fais pas les efforts de former et de bien rémunérer,
tu n'es plus en capacité d'être attractif. Ce que j'entends beaucoup dans ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est savoir faire la différence finalement entre le court terme et le long terme. Ouais. Est-ce que je cours un 5 ou un 10 km en sprint ou est-ce que je cours un marathon? Ouais. Et ce que je me dis aussi côté client, c'est que avoir des consultants du coup d'une ESN chez soi qui restent, qui montent en compétences, qui sont formés, qui sont bien, ça me fait rester, ça va me donner envie de te donner d'autres projets aussi. Alors que si tous les 4 mois, il y a quelqu'un qui arrive, c'est la galère, etc., bah, tu as envie de changer de presta aussi. Donc l'enjeu, il est business également. Ah bah non, mais pour moi, c'est une évidence que quand tu as trop de turnover et que tu es une société qui fait du service, à un moment donné, ça va impacter fortement ta capacité à accompagner tes clients. Oui. Tu perds le savoir-faire, tu vas avoir des enjeux de recrutement, tu vas avoir des enjeux de transfert de compétences. Tu as un problème majeur, c'est que les personnes qui commencent des projets sont rarement les personnes qui les finissent. Ouais. Et enfin, je sais pas, imagine... nous, on n'arrive pas à se rendre compte parce qu'on n'est plus sur des temporalités comme ça, mais les mecs qui à 600 ans, 700 ans, ils construisaient des cathédrales, ça leur prenait 400 ans. Ouais. Mais ça leur prenait 400 ans parce qu'ils n'avaient pas les machines, mais ça leur prenait aussi 400 ans parce que en fait, tu continues un projet qui avait été initié par des gens qui sont plus là, qui sont morts. En fait, c'est super compliqué de bosser comme ça. Ouais, c'est clair. Et la tech est impactée dans ses proportions aussi à cause du turn. Ouais. Et à partir du moment où tu le réduis, bah, tu as de la satisfaction client qui va grossir, etc. Et puis encore une fois, c'est de l'argent que tu vas économiser et que tu vas pouvoir aller ensuite réinjecter ailleurs. Et donc, c'est des projets d'entreprise qui sont différents finalement. Complètement. Et donc, c'est savoir placer le curseur en effet sur assurer le quotidien, mais en même temps voir long terme. Bah, exactement. C'est-à-dire que je pense que tout le monde comprend dans une boîte qu'il faut être rentable, qu'il faut avoir suffisamment de trésor, qu'il faut payer les salaires, qu'il faut pouvoir survivre à un coup dur. Mais je pense qu'en fait, à un moment donné, il y a une crise de sens en ESN et dans le monde du travail parce que plus personne n'arrive à comprendre faut qu'on ait doublé de chiffre d'affaires en 3 ans ou que, enfin, tu vois, c'est à un moment donné, tu vas bosser pour aller créer de la richesse qui ne te revient plus ou dans des proportions finalement qui ne t'impactent plus. Il y a une perte de sens. Et finalement, tu dis pourquoi ? Exactement. Ouais, je pense, Le temps file trop rapidement. On va faire cet épisode 2 et 3, 4, 5, on va même faire une série. Ouais. Du coup, si je dois te poser une dernière question, c'est là, on a parlé du coup de Shodo aujourd'hui et avec les 6 ans que vous fêtez en mars 2025. Shodo dans 5 ans, c'est quoi ? Ou dans 10 ou non, mais je sais pas parce qu'en fait, tu vois, moi j'ai beaucoup de mal à me projeter aussi loin. Tu vois, là, moi, je peux te répondre de manière honnête. On est un groupe de 8 entreprises. Shodo, je pense que tu m'as dit 5 ans. Dans 5 ans, c'est probablement un groupe de 400 personnes. Je pense pas qu'on aura tellement plus de filiales, mais on aura probablement 10 filiales de 40 à 50 personnes. Tu vois. Maintenant, moi, Shodo, tu vois, c'est une vision. C'est aussi une vision du monde du travail, etc. Qui nous permet d'aller tacler des sujets tu vois, d'engagement au travail, d'innovation sociale, d'apporter des réponses aussi pour, je trouve, aller rendre le monde du travail, la vie professionnelle peut-être plus désirable. Parce que tu as quand même 2 enjeux. Il y a aujourd'hui une question sociétale a priori, il faut travailler plus pour financer les retraites. Bon, pourquoi pas. Du coup, à partir du moment où tu dois travailler plus longtemps, autant rendre ce moment-là le moins pénible possible quand on peut, parce que tu as des secteurs qui ne le peuvent pas. Mais nous, on a de la chance quand on est dans l'IT de faire des métiers où il y a très peu de pénibilité et de pouvoir faire bouger les lignes. Un endroit de développement, sans en faire un endroit de bisounours, mais un endroit de kiff, de développement, de challenge aussi, mais le challenge est bon. Ok. Eh ben, merci John. C'est trop cool d'avoir passé ce moment avec toi. Merci pour l'invite. Ciao. Salut.